votre conducteur et vos chefs de bord SNCF Énergie Bretagne vous souhaitent la bienvenue à bord de Permetto à destination de Carpet. S'adapter au changement climatique. Une série de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Une fédération, Un réseau pour accompagner, pour s'entraider pour atténuer, et pour s'adapter au changement climatique. par Octave Routard. Épisode 3. S'adapter aux extrêmes. Chez Marion, à Vannes. Voilà, mardi 24 janvier 2023, on est à Vannes, où on doit retrouver Valérian du GAP 56, du groupement des agriculteurs biologiques du 56, le 56 comme le département du Morbihan en Bretagne, qui doit nous amener chez Marion Fourquet, qui est une agricultrice bio, qui a un élevage de chèvres, et donc on va aller voir ça avec Valérian. D'ailleurs je crois que c'est lui là qui arrive. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Oui, toi ça va, t'es pas trop froid? Non. Bon bah c'est cool, merci de venir me chercher là. Hop, je balance ça. Voilà le petit. Salut. Santé. Eh ben oui, Octave. Marion, on va se mettre à l'abri du vent dans la chèvrerie. Yes. Alors, vas-y. Voilà les biquettes. Il y a les petits derniers qui sont nés ce matin. Il y en a 2 qui sont nés dans le fond là-bas. Et les petits le long de la porte aussi en bois là, qui sont nés ce matin. Ah, et là je crois qu'il y a une petite urgence à gérer là je crois. Tu me décris ce qui se passe? Et ben là il y a un chevrotage là, qui vient de se réaliser. Donc le petit chevreau vient de sortir et Marion l'a aidé à sortir parce qu'il y avait un petit blocage avec la patte. Donc tout s'est bien passé finalement. Donc là c'est le combienième là? Là, ça doit être le 70e qui est né. En combien de temps? En une semaine. Ça va. Ça fait une moyenne de 5 chèvres par jour en une semaine là, donc c'est pas mal. On va bientôt pouvoir redémarrer la fromagerie. Mais c'était chaud celui-là. Je fais un peu sage-femme quoi. Et hier soir, on a eu une mise bas à minuit là. C'était sympa. En pyjama. Voilà, ils étaient coincés. Donc bon, c'est comme ça. Quand il faut intervenir, faut intervenir. Mais la plupart du temps, elles se débrouillent toutes seules. Sans aucun problème. Voilà un peu le troupeau. Donc tu vois, c'est principalement des chèvres poitevines, dans la grande majorité. Donc les chèvres poitevines, c'est les chèvres noires et blanches là. C'est une race qui a failli disparaître dans les années 50. Il restait 75 femelles en France de cette race-là. C'est une race qui est peu productrice en lait en fait. Elle intéressait moins quand il y a eu le remembrement, l'après-guerre, voilà, la mode du il faut produire à tout prix. On a vraiment privilégié des races, que ce soit en vache, en ovin ou en caprin, des races hyper productives. Et du coup, on a laissé tomber toutes ces petites races locales. Et du coup, voilà, grâce à des passionnés, ils ont réussi à sauvegarder la race. Ils sont allés de petite ferme en petite ferme chez les grands-parents chercher 2 chèvres par-ci, un bouc par-là. Et ils ont réussi à sauvegarder la race. Donc elle n'est plus en voie de disparition, mais elle est encore à faible effectif. C'est une chèvre qui est hyper sympa, que nous on a choisie, parce qu'elle est hyper adaptée à notre territoire. C'est une chèvre qui va valoriser les fourrages grossiers, donc tout ce qui va être le foin de prairie naturelle, les herbages un peu pauvres. Un peu pauvres. Quand je dis ça, on est en Bretagne, donc on a du mal à s'imaginer qu'on peut avoir des herbages un peu pauvres. Mais en bord de mer, carrément, on a une terre hyper sableuse qui est assez pauvre. Donc c'est une chèvre qui valorise très bien tous ces petits prés-là.
Mais on avait vraiment envie de s'installer avec Jérôme, peu importe l'endroit, on voulait s'installer avec la race qui correspondait à cet endroit. Donc c'est vraiment une race qui n'est pas hyper répandue. Et avec Jérôme, ton compagnon, du coup, Oui. vous êtes installé il y a combien de temps? On est arrivé ici pour la première fois en 2012, tout était en ruine, c'était encore un peu entretenu les parcelles, mais les bâtiments étaient plus du tout occupés, tout était un peu en ruine. Et du coup, on a rencontré le vendeur, on a bien accroché et en fait, on a signé en 2014. Donc on a tout construit, on a tout refait. Tu me fais visiter? Alors là, tu as la chèvrerie, on a tout bardé en bois parce qu'on aimait bien le bois. Là, tu as une vieille grange en pierre dans laquelle on fait passer les chèvres pour la traite. Tu vas voir, on n'a pas du tout une salle de traite. Conventionnel? On n'est pas sur une salle de traite conventionnelle. Non, nous, c'est un petit quai de traite. Bon, c'est encore un peu le bazar parce qu'on est dans les mises-bas, donc c'est un peu à l'arrache. Mais donc là, tu as notre petit quai de traite. Et puis nous, on a des petits potrailleurs parce que comme on n'a pas énormément de chèvres, et puis qu'avec Jérôme, on aime bien le côté... pas alternatif, mais le côté petit, tout à taille humaine, quoi. Alors les Mimi, c'est la sieste. Les filles, on sort un peu. Les chiens, ils ont compris. Ah bah les chiens, elles connaissent le boulot par cœur. Voilà, donc là, il y a toutes les chèvres qui sortent, à la queue leu-leu, Je le ramène. escortées par les border collies. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit tour dans les prés? Ouais. Alors, donc ici on est à Séné, on est sur une presqu'île dans le fond du golfe du Morbihan. Donc c'est magnifique, hein. Ça, personne ne va le remettre en cause. C'est très très beau et il fait très bon y vivre. La problématique, c'est que on est sur certains endroits sur la commune sous le niveau de la mer. Face à la montée des eaux, c'est pas interdit que ces digues sautent. Donc là c'est marée basse, donc la mer on la voit de loin, mais quand c'est marée haute, la mer est jusque là, au pied des prés. Ah oui, ok. Ouais, c'est beau. C'est très très beau. On a une partie de nos prés qui finira sous l'eau, hein, même dans les meilleures estimations où la montée des eaux serait pas si grande que ça. On a, je dirais, un tiers de notre parcellaire qui finit sous les eaux. Donc on est en train de voir avec Jérôme justement pour récupérer un petit peu plus de surface. De toute façon, il faudra s'adapter. Donc est-ce qu'on pourra continuer à faire la même chose ou est-ce qu'il faudra changer? Alors nous, on est en élevage de chèvres, on fait de la transformation fromagère. Tout le lait est transformé sur la ferme directement. À 75%, tout est vendu en circuit court. Donc on vend tout ici à la ferme ou on a des dépôts-ventes chez des copains producteurs. Ou alors on vend chez des restaurateurs aussi à Vannes de plus en plus. Donc et puis on aime bien, avec Jérôme, on avait envie de faire de la vente directe de toute façon pour pouvoir sensibiliser les gens sur l'agriculture par rapport au changement climatique en fait. Tu vois, nous quand on est arrivé en 2014 ici, il y avait vraiment des belles parcelles avec beaucoup de foin. Et en fait, je crois que c'était en 2018 ou 2019, où il y a eu une énorme sécheresse. Et donc on s'est retrouvés à pas avoir de foin, à être très très embêtés. On va prendre là à droite. Alors attends. Là, il y a la grosse Voilà, flaque d'eau. passe sur le côté, là. Et je passe à gauche. Eh oui, j'aurais dû te dire de prendre les bottes. Je suis tombée amoureuse de ces petits prés bocagers parce que vraiment je trouvais que c'était parfait pour élever des chèvres. Que c'était l'idéal. En fait, la chèvre, elle n'est pas faite pour manger de l'herbe, elle est vraiment faite pour cueillir. Donc on a beaucoup misé sur les haies. Et cette année, ça nous a rendu bien des services parce qu'il y a eu une énorme sécheresse. Et nous, on a fait pâturer nos chèvres que dans les haies. On a énormément de petites haies. Donc on a réussi à faire pâturer nos chèvres toute la saison dans les haies. Et donc on s'est dit qu'on allait déjà préserver ça. Bah, c'était une de nos volontés quand on a acheté, hein. On a tout fait pour préserver les haies.
Mais en plus des haies, on veut mettre en place des arbres sur les parcelles pour pouvoir, pour plusieurs choses. Déjà, pour permettre de faire de l'ombrage, pour permettre de retenir de l'eau dans les sols et pour permettre aussi d'avoir de l'arbre fourragé. C'est-à-dire que ce sont des arbres qui peuvent servir de fourrage pour les animaux. En cas de sécheresse ou de difficulté, c'est des arbres que les chèvres pourront manger, qui ont une culture rapide, qui sont parfaits pour ça. Donc voilà, c'est mettre en place de l'agroforesterie. En fait, multiplier les possibilités de bouffe pour les chèvres, que ce soit étalé dans le temps, avec des arbres ou des arbustes qui vont pousser tôt dans la saison, d'autres qui vont pousser plus tard. Et pareil, avec une diversité de flore qui permet d'avoir à la fois des plantes qui vont survivre à la sécheresse, d'autres qui vont survivre à trop d'eau. Parce que tu vois bien, je te parle de sécheresse, mais là on traverse le bas des prés et il y a 5 cm d'eau dans tout le bas de nos prés. Donc il faut vraiment tout miser sur la diversité des plantes. Ça permet d'étaler tout ce qu'elles pourront nous offrir, quoi. Ça permet vraiment d'avoir une diversité d'apports en alimentation pour nos chèvres sur 12 mois. Ouais. On a planté du saule marceau, du bouleau, du hêtre, du pommier poirier sauvage. On a planté du merisier, du chêne rouge, du chêne vert. Faire une forêt. Pour permettre de faire de l'ombrage, pour permettre de retenir de l'eau dans les sols et pour permettre aussi d'avoir de l'arbre fourragé. Est-ce que vous voulez continuer la discussion T'as froid, toi? Un peu, ouais. Bon, on va t'abriter chez moi. Oui. J'ai aidé la chevrette à mettre bas, là, le deuxième. Il était pas sorti. Bah non, il n'était pas sorti comme ça. Non, mais maintenant qu'on est au chaud, on va peut-être faire un truc qu'on n'a pas encore fait jusqu'ici, c'est tout simplement, est-ce que tu veux bien te présenter? D'accord. Alors, je m'appelle Marion Fourquet, j'ai 34 ans. Je suis originaire de Seine-et-Marne. J'ai grandi en banlieue parisienne à Noisiel. Je suis pas du tout issue du milieu agricole. J'ai toujours été passionnée par les animaux et j'ai toujours voulu que ça ait un sens, quoi. D'être maîtresse du début à la fin de ma production. Donc faire naître mes animaux, les élever, obtenir une matière première d'eux, la transformer et la vendre, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours bottée. Jérôme et moi, on est un peu passionnés par la nature, donc la plantation d'arbres, elle répond à pas mal de nos problématiques. Ça nécessite pas de gros travaux d'aménagement ça ne va pas dénaturer le lieu. Donc le fait de mettre des arbres, jasi Jérôme, ça pompe l'eau, oui. L'arbre, ça pompe l'eau. Viens nous le dire, il faut que tu viennes me le dire au micro. L'intérêt de l'arbre avec l'eau, avec l'humidité, c'est que si tu couvres ta parcelle, l'arbre va avoir tendance à aller chercher l'eau en profondeur, la remonter à sa cime, parce que lui, il faut qu'il s'hydrate de partout. Et par évaporation, il va créer une atmosphère humide autour de lui qui va bénéficier à l'herbe en dessous et aux animaux. Du coup, tu crées de la fraîcheur, tu évites l'évaporation de l'eau qui est stagnante au sol. Du coup, tu fais un système plus frais, plus vert, même en cas de sécheresse. Bon, après, si la sécheresse est vraiment costaud, tu vas pas sauver le monde comme ça, mais disons que tu retardes un peu l'effet de la sécheresse, quoi.
Et ça permet aussi, du fait qu'on plante des arbres dits fourragers, ça permet aussi de pouvoir nourrir nos animaux par les branchages ou le feuillage de ces espèces-là. Donc ça a un double intérêt, en gros. Et alors comment on choisit les arbres? Parce que du coup j'imagine c'est pas des espèces endogènes, il faut tout le temps aller les chercher ailleurs, parce que comme le climat change, ça peut pas forcément être des espèces d'arbres bretonnes. Bah si, justement. Si. Mais je vais poser une question bête. Si par exemple si on se retrouve en gros en Bretagne avec le climat du sud-ouest d'ici 20 ans, est-ce que c'est pas pertinent d'aller chercher des espèces d'arbres du sud-ouest pour les mettre ici? Quitte à ce que le climat change, autant que la topologie change aussi. Je pense qu'il faut faire les deux. Je pense que de toute façon, naturellement, il y a des déplacements d'essence végétale qui se créent. C'est une bonne question. Tu peux répondre? Valérian, tu boues de répondre. Les ingénieurs forestiers actuellement en Bretagne ont maintenant établi des listes d'essences qui seront adaptées selon eux dans les prochaines années à venir. Par exemple, ils évitent maintenant de planter tout ce qui est hêtre pour faire face aux futures sécheresses, parce qu'ils le supportent mal. C'est un exemple parmi d'autres, mais ils ont déjà intégré, comme ils sont sur des rotations très longues de production de bois, ils sont obligés d'intégrer ces changements climatiques à venir en Bretagne. Alors même si la Bretagne, c'est quand même une des régions où on va le moins subir les aléas climatiques par rapport au reste de la France. Il y aura des changements, Marion parlait tout à l'heure, une modification un peu de la pluviométrie, une augmentation de la fréquence des périodes de sécheresse ou d'inondation, enfin des événements extrêmes, ce qui va rendre très compliqué la production agricole d'une manière générale, avec vis-à-vis de l'herbe en tout cas et de l'élevage, une production en moyenne, mais évidemment ça dépendra des années, accentuée sur la période printanière, un peu plus en hiver que ce qu'il y a actuellement, et l'automne. Ouais. Donc avec des soucis de stock ou autre, et Marion en parlait très bien tout à l'heure, diversifier les apports de fourrage, là va permettre d'étaler la production sur toute l'année, que ce soit l'hiver, le printemps ou l'été, et de ne pas faire uniquement une gestion de stock et qui ne permettrait pas par exemple de pâturage. Du coup, c'est ton rôle, Valérian, d'accompagner avec le GAP 56, c'est ça? Alors moi je suis salarié au groupement des agriculteurs bio du Morbihan, le GAP 56. Je suis conseiller élevage en petits ruminants, avec aussi la casquette de référent salarié sur le climat, notamment. Pour l'accompagnement de Jérôme et Marion de leur ferme, ils ont intégré un groupe caprin qui est accompagné par le GAP 56 depuis 2018. Et où ils réfléchissent en commun à leurs problématiques, ce qu'ils souhaitent modifier sur leur ferme, améliorer sur leur ferme. Et là, on engage un cycle de réflexion sur toute la gestion de la viande caprine d'une manière générale, que ce soit aussi bien les chèvres de reforme que les chevreaux, parce qu'il n'y a pas, difficilement de lait sans viande, et donc toute la réflexion autour de ça sur le bien-être animal, le bien-être de l'éleveur, comment les valoriser, comment non plus aussi faire en sorte que ce soit pas une perte économique également pour la ferme, et tout cela soulève beaucoup de questions auxquelles il n'y a pas forcément toujours beaucoup de réponses, il y a plusieurs réponses du moins plutôt. Et donc là, chacun adapte à chaque fois sa ferme à son environnement, à ses débouchés, à ce qu'il a envie de faire également ou ce qu'il peut faire. Et c'est extrêmement intéressant. Après, Marion et Jérôme ont aussi cette problématique spécifique, partagée par un certain nombre de membres du groupe, de développer l'agroforesterie. Pour des raisons qu'elle expliquait, aussi bien sur l'apport fourrager que l'adaptation aux aléas climatiques vis-à-vis de la production fourragère. Et c'est un autre axe de recherche, ou en tout cas de développement qu'ils souhaitent mettre en place pour vraiment pérenniser leur système. Donc le GAP 56, nous salariés, on accompagne les éleveurs et les éleveuses aussi bien sur de la formation, sur de la groupe d'échange, sur de l'accompagnement, ça peut être de la biblio, ça peut être En fait, on se met à leur disposition, c'est eux les adhérents, donc ils nous disent ce qu'ils souhaitent, et en fonction, si on n'a pas forcément les compétences en interne, on fait appel à des gens extérieurs pour pouvoir les accompagner dans leur changement de pratique.
Je voulais rebondir sur le groupe. C'est vrai que c'est Valérian qui est c'est notre nounou, quoi. C'est lui qu'on appelle quand on c'est lui qui fait le lien entre nous tous du groupe Caprin. Dès qu'on a une problématique ou quoi, après il va nous rediriger vers ses collègues. Mais du fait qu'on soit un bon groupe là depuis 2018, qu'on travaille sur plein de problématiques différentes, ça a créé des liens et ça nous permet aussi de poser des questions sur des problématiques qu'on n'oserait pas forcément dans d'autres groupes. Donc après, pour ce qui est dans notre petit coin à nous, pour les éleveurs de chèvres, on fait partie des premiers testeurs. Oui. Dans ce contexte, oui. Et ça, après, il y a plusieurs enjeux quand on met en place ce genre de solution. Il y a l'enjeu qualitatif déjà, de maintenir, j'imagine, la qualité de la production. Et puis il y a peut-être surtout l'enjeu économique. Est-ce que l'adaptation du bio, c'est l'autonomie ? Oui, complètement. L'adaptation du bio, c'est l'autonomie, ouais. Le fait de pouvoir être autonome complètement en alimentation pour notre troupeau, peu importe les saisons dans l'année, peu importe les changements rapides de météorologie qu'il peut y avoir sur une saison, oui, carrément, c'est hyper important. C'est ce qui permet de pérenniser nos fermes, quoi. Peu importe ce qui va se passer, il va y avoir le prix de l'alimentation qui va augmenter. Donc l'alimentation, quand on parle du prix de l'alimentation, les gens voient que leur prix augmente dans le supermarché. Mais en fait, le prix des céréales qu'on achète pour nourrir nos chèvres ou le prix, par exemple, nous, ça fait plusieurs années qu'on subit des sécheresses, donc on achète du foin à un voisin. Cette année, le foin, il a augmenté. Et on l'a payé vachement plus cher que les autres années parce que le gasoil a coûté aussi vachement plus cher. Donc en fait, le fait d'être autonome sur notre ferme, en alimentation, d'avoir du fourrage directement disponible et pas stocké sous forme de bottes de foin par exemple, qui nous a coûté à produire aussi, mais d'avoir du fourrage disponible tout de suite sur pied, donc dans les prés ou sur les arbres, ça fait partie économiquement, c'est hyper intéressant et c'est hyper intéressant, c'est clair. Valérian, l'adaptation, c'est l'autonomie ? Alors les fermes bio, quoi qu'il arrive, ont l'obligation d'une certaine autonomie alimentaire. C'est le cahier des charges qui leur impose. Donc obligatoirement, la majorité des apports fourragers qui seront donnés aux animaux proviendront de la ferme. Ça, c'est une réglementation qui est contrôlée par des organismes indépendants. Et l'autonomie, clairement, c'est quelque chose que nous mettons en avant dans les groupes qu'on peut accompagner. Pourquoi ? Parce qu'on observe que généralement, effectivement, comme le disait Marion, c'est une assurance d'avoir une meilleure rentabilité, tout simplement, du système. Même si c'est quelque chose qu'on conseille évidemment, mais c'est pas forcément quelque chose que l'on doit. Il faut toujours s'adapter à son environnement. C'est-à-dire que certaines fermes, on pourrait par exemple ici, on a vu que le terrain était extrêmement peu profond et pas forcément propice à la culture de céréales. Là, dans ce cadre-là, effectivement, il faudra peut-être mieux acheter un petit peu de céréales et promouvoir la culture de l'herbe, qui est plus facile à faire ici, que chercher à tout prix une autonomie complète sur les concentrés en céréales et les apports de fourrage. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais bien sûr que oui, il y a une recherche d'autonomie de la majorité des fermes bio qui le voient déjà d'un point de vue du cahier des charges quand ils se convertissent en bio, mais aussi qui le voient très vite économiquement, et c'est pour cette raison d'ailleurs que la majorité des fermes bio glisse souvent de plus en plus vers de l'autonomie naturellement, ne serait-ce que pour des raisons économiques. Et, j'ai un peu une dernière question et je pense que j'en termine un peu par là. C'est un enjeu qui est pas des moindres. C'est l'enjeu sur la qualité de vie en fait. Parce qu'on pourrait imaginer que se lancer dans l'agroforesterie, c'est de la quantité de travail en plus, c'est du temps de travail en plus. Du coup, ce serait quoi le pré-bilan qu'on pourrait faire un petit peu de la solution qui est l'agroforesterie que vous avez mise en place ? Du fait qu'on ait une meilleure rentabilité, on n'est pas poussé par un objectif de production. On n'est pas obligé de se dire il faut qu'on produise tant de litres de lait par an pour avoir une meilleure rentabilité. On est plutôt dans le sens à se dire comme on a réduit nos charges d'alimentation parce qu'on est devenu plus autonome et du coup on est un peu plus soulagé de ce côté-là, on n'est plus obligé de courir après une productivité plus élevé que ce qu'on recherchait au début.
On a du monde qui nous entoure. On a plein de copains et plein de voisins, beaucoup de voisins, des gens de Séné qui se sentent aussi concernés et qui sont... combien de fois on nous a dit, le jour où vous voulez planter des arbres, dites-nous, on viendra vous aider. L'autonomie, mais en collectif. Ah bah de toute façon, l'autonomie tout seul dans son coin, pour moi, ça n'a aucun intérêt. On est bien d'accord. L'autonomie, mais en collectif. Mais effectivement, à une échelle humaine, pas à une échelle complètement mondialisée, quoi, qui empêche l'autonomie. Mais l'autonomie en collectif, toujours, ouais. Vulnérabilité. Les précipitations. Accompagner. Pluie intense. Adaptation. Gel tardif. Atténuation. Stress thermique. Biodiversité. Salut Octave, c'est encore Johanna. Merci pour ces témoignages, tous plus riches les uns que les autres. Ce qu'on voit, c'est que dans ces pratiques, en fait, se joue à la fois la transition de l'agriculture, mais aussi des modes de vie et plus largement de la société et de son alimentation. Du coup, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, en guise de bilan, en fait, je te propose d'aller discuter avec un chercheur qui s'intéresse à la place de l'agriculture biologique dans la transition agricole et alimentaire. Il s'appelle Pietro, et puis je te propose de passer le voir. S'adapter au changement climatique. Une série de la Fédération nationale de l'agriculture biologique.